mise sur le numérique, le gouvernement lance une stratégie ambitieuse pour accélérer la transformation digitale du pays, dotée d'un budget de 1105 milliards de francs CFA. Ce plan s'étend jusqu'en 2034. Bassirou Diomaye Faye insiste sur l'innovation comme levier de développement. En politique, Thierno Alassane Sall attaque le régime et fustige l'agenda 2050. L'opposant critique vivement le gouvernement qu'il juge déjà décevant après 11 mois au pouvoir. Il s'inquiète du plan d'austérité en préparation et demande des solutions concrètes. Pour lui, l'agenda 2050 est une illusion qui ne répond pas aux urgences des Sénégalais. Farba Ngom, face à la justice, l'APR monte au créneau. À quelques jours de son audience pour blanchiment de capitaux, l'ex-député reçoit un soutien massif de son parti. Lors d'un point de presse, ses camarades dénoncent un acharnement politique. Maître Moussa Bokar Thiam appelle à une mobilisation pour défendre leur leader. Enfin, colère dans la santé, les agents contractuels en danger, les syndicats dénoncent la baisse des salaires décidée par le ministère de la Santé. L'Alliance Andegesem parle d'une violation du Code du travail et d'une tentative de compression du personnel. Le gouvernement justifie la mesure par un ajustement des incohérences salariales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Sénégal amorce une nouvelle ère technologique. Les autorités ont officiellement lancé la stratégie nationale numérique New Deal technologique, un plan ambitieux couvrant la période 2025-2034 et doté d'un budget de 1105 milliards de francs CFA. L'objectif, accélérer la transformation digitale du pays et positionner le Sénégal comme un acteur majeur en Afrique. Le président Bassirou Diomaye Faye insiste sur la nécessité d'innover pour répondre aux défis numériques actuels. Un compte rendu signé Mamadou Kanté, Omar Meng. D'ici 2034, le Sénégal sera une société numérique, un pays de services à forte valeur ajoutée. Grâce aux merveilles de l'intelligence artificielle, les services du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique se projettent déjà dans le Sénégal à l'horizon 2034. Une vision numérique amorcée par le lancement officiel de la stratégie numérique, le New Deal technologie. Cette stratégie est le fruit d'une vision claire et volontariste, dont l'objectif est de hisser le Sénégal au rang des nations souveraines et prospères, en faisant du numérique un des moteurs de notre transformation sociale et économique. Cette stratégie nationale qui passe ainsi par 12 programmes prioritaires déclinés en 50 projets pour un coût global de 1105 milliards de francs CFA s'articule autour de 4 axes prioritaires. L'axe 1 a pour objectif d'assurer la souveraineté numérique. L'axe 2 permettra de digitaliser les services publics pour moderniser l'administration en dématérialisant les services. L'axe 3 s'articule autour du développement de l'économie numérique pour accélérer la transformation économique. Et l'axe 4 permettra de positionner le Sénégal en tant que leader dans le numérique. Mais le lancement du New Deal technologie fait suite à un diagnostic de la stratégie nationale précédente. Le diagnostic qui a été réalisé sur la stratégie du numérique SN 2025 a révélé un faible taux d'exécution, à savoir 19% de réalisation stratégique, 12% d'exécution des 69 projets, 36% de mise en œuvre des 28 réformes. L'objectif est de faire du Sénégal un leader technologique en Afrique, mais il y a énormément de défis à relever. Un accès universel à Internet, une connectivité de qualité performante et à un coût abordable. À terme, c'est 150 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects que la stratégie compte générer selon le directeur de cabinet du ministère du Numérique, en plus d'une contribution de 15% au PIB national.
Dans cette dynamique, le chef de l'État place la souveraineté numérique au cœur du projet. Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal à protéger ses infrastructures stratégiques et ses données sensibles face aux menaces extérieures. Une déclaration forte qui traduit la volonté du gouvernement d'assurer un contrôle total sur les ressources numériques du pays. Nous nous engageons à construire un espace numérique souverain en renforçant notre résilience, en sécurisant les infrastructures, en protégeant nos données critiques et en réduisant progressivement notre dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. Pour atteindre cet objectif, nous accompagnerons notre secteur privé, nos universitaires dans la recherche et le développement, mais aussi dans l'innovation, pour la production de technologies et de solutions locales, porteuses de notre souveraineté et assurant la maîtrise de notre cyberespace. Et pour une mise en œuvre réussie, un conseil national du numérique a été installé et rattaché à la primature et regroupe 20 experts sénégalais dont Basile Niane. Le spécialiste en communication digitale souligne que le succès de cette stratégie repose sur la réduction de la fracture numérique et l'accès généralisé à Internet via des infrastructures adéquates. Quand on parle de numérique au Sénégal, le Sénégal a mis en place un arsenal juridique extraordinaire, que ce soit les lois, les stratégies. Maintenant, ce qui reste, c'est comment on peut vraiment aller à l'action, c'est-à-dire comment on peut travailler pour que ce soit une réalité. Nous avons plusieurs défis. Et le principal, tout le monde le connaît, on n'est pas encore assez connecté à Internet. Et si on n'est pas assez connecté à Internet, on ne peut pas vraiment avancer. Et l'autre défi, c'est vraiment la digitalisation de l'administration. Les Sénégalais sont fatigués de chercher des papiers administratifs. Et je pense que si on arrive avec ce New Deal à mettre en place cette digitalisation, je pense que 90% des solutions seront réglées. Et l'autre chose, c'est la souveraineté numérique. On nous parle beaucoup de souveraineté numérique, mais comment être souverain? C'est quand on a des infrastructures bien ficelées, quand on a des gens qui sont capables de les mettre en place. Je pense qu'avec tout ça, si on travaille ensemble, on peut arriver à avoir un Sénégal numérique. C'est l'ambition qu'on veut. De la politique, Thierno Alassane Sall persiste et signe après avoir proposé l'abrogation de la loi d'amnistie et provoqué la colère de Ousmane Sonko. Il s'attaque de nouveau au régime de Diomaye Faye. Le leader de la République des valeurs estime que 11 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement a déjà déçu. Il critique le plan d'austérité en préparation et s'interroge: quel sacrifice supplémentaire demandera-t-on aux Sénégalais? Il qualifie l'agenda 2050 d'illusion et exige des actions concrètes dans les mois à venir. À quelques jours de son audience judiciaire prévue le 27 février, Farba Ngom reçoit le soutien de l'Alliance pour la République. Ses camarades ont organisé un point de presse au siège du parti à Mermoz, accusé de blanchiment de capitaux à hauteur de 125 milliards de francs CFA. L'ancien député a déjà comparu une première fois devant le procureur du pôle judiciaire financier. Maître Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui, dénonce une machination politique et appelle à une mobilisation nationale. Adama Fall passe de la barre au cachot, déféré ce lundi devant le parquet de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur de la République. Il dormira désormais à la maison d'arrêt de Rebeuss en attendant son jugement prévu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. En cause, ses déclarations affirmant que le gouvernement aurait monnayé des voyages vers le Qatar à hauteur de 500 000 francs CFA par personne. Il avait également insinué qu'un frère du Premier ministre Ousmane Sonko serait impliqué dans ce dossier.
un pas de plus vers la paix en Casamance. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance ont signé un nouvel accord de paix ce dimanche. Ce texte vient renforcer celui d'août 2022 et vise à stabiliser définitivement cette région marquée par des décennies de conflits. C'est un nouvel accord qui vise à mettre fin aux hostilités pour garantir le dépôt des armes et de poursuivre les négociations en vue d'une paix durable et d'un développement économique de la région de Casamance en proie à des conflits depuis 1982. Entériné à Bissau, sous l'égide du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, l'accord en question prévoit également la démobilisation des combattants du Front Sud basés à Kossolol et dirigés par César Atoute Badiat, ainsi que leur réinsertion dans la société. Cette démarche du Premier ministre Ousmane Sonko s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance qui se veut salvateur pour le développement de la région. Pourtant, le conflit casamançais a toujours focalisé les attentions des régimes d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade qui en ont fait une priorité. Un accord a même été signé en août 2022 entre le gouvernement de Macky Sall et le groupe rebelle MFDC du Front Sud. Ce protocole avait permis le retour progressif des déplacés dans la partie sud de la Casamance. Mais le conflit reste entier. Le MFDC, notamment la faction proche de feu Abbé Diamankoun Senghor, avait interpellé le président Bassirou Diomaye Faye au lendemain de son premier discours à la nation. Dans ces deux discours même, on n'a pas entendu parler de cette crise casamançaise. Peut-être que c'est une crise qui a été mise au placard, je ne sais pas. Mais qu'ils sachent que cette situation de ni paix ni guerre ne rassure guère. C'est une période qui ne rassure même pas. À mon humble avis, nous sommes assis sur une poudrière inflammable. Le document d'accord final de ce nouvel accord signé le 23 février 2025 entre l'État du Sénégal et le MFDC à Bissau a aussi été paraphé par le représentant de l'organisation humanitaire suisse appelée HD. Cet accord constitue un pas de plus pour arriver à un retour définitif de la paix en Casamance. Germaine, Anesthésie Diouf, la déficience intellectuelle chez les enfants reste une problématique majeure de santé publique. Cette condition qui affecte le développement cognitif et adaptatif nécessite une prise en charge spécifique. Un atelier d'information et d'échange a été organisé ce matin par Spécial Olympique Sénégal, une structure qui accompagne plusieurs enfants touchés. En compte rendu signé Djibril Diallo. 3% des Sénégalais ont une déficience intellectuelle. La première étape dans la prise en charge des enfants ayant une déficience intellectuelle est un diagnostic précoce. Cela implique des évaluations multidimensionnelles menées par des équipes pluridisciplinaires. Une fois que le diagnostic est posé, la prise en charge sera faite par des spécialistes, des neuropédiatres ou des neurologues, des orthophonistes. Il faut tout un plateau médical pour arriver à prendre en charge l'enfant qui a un handicap intellectuel pour qu'il puisse évoluer de manière harmonieuse. Les professionnels de la santé jouent un rôle crucial dans la prise en charge des enfants déficients intellectuels, sauf que ces petits souffrent aussi d'une stigmatisation. Ils sont souvent rejetés par la société. Donc je tenais à le dire, pas pour moi, mais pour que yenen maman yi ngeen xam ne que yenen maman yi ak yenen parents yi ñi ngi dund lu metti. Autre barrière auxquelles font face ces enfants, l'accès à l'éducation. Le centre Aminata Mbaye de Grand Yoff est le seul centre public adapté à l'éducation et à la formation des enfants déficients intellectuels. Il n'y a qu'un seul centre public qui est le CEFDI et tous les autres centres qui existent sont des centres privés et qui sont majoritairement concentrés sur Dakar. Ce qui veut dire que dans les autres régions, il n'y a pratiquement pas de structure scolaire pour la prise en charge de ces jeunes, ce qui pose beaucoup de difficultés aux enfants et à leurs familles. La prise en charge sanitaire des enfants déficients intellectuels est un défi qui nécessite une approche intégrée et inclusive avec des efforts concertés pour sensibiliser les professionnels. Le concept de santé inclusive est non seulement un droit, mais un impératif éthique garantissant
que tous les enfants, peu importe leur catégorie sociale, peuvent vivre en toute dignité et bénéficier d'un environnement favorable à leur développement. Santé toujours, les tensions persistent dans le secteur. Les syndicalistes dénoncent la baisse des salaires des agents contractuels décidés par le ministère de la Santé. Le ministre justifie cette mesure par un ajustement visant à corriger des incohérences salariales. Mais pour l'Alliance And Gueusseum, cette décision viole le Code du travail et constitue une tentative de compression du personnel. Tout est parti du travail d'audit des effectifs en cours au ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui risque d'accentuer la tension entre l'autorité en charge de la santé et les syndicalistes. Dans son communiqué signé dimanche, le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait savoir que ce contrôle des effectifs qui est en cours sur plus de 5000 contrats a révélé une hausse incontrôlée des effectifs du secteur de la santé. Le recrutement d'agents aux qualifications non conformes aux besoins du secteur et des incohérences salariales. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette situation a entraîné une pression budgétaire importante. Fort de ce constat, le ministère s'est engagé à procéder à des ajustements salariaux concernant ses contractuels. Une pilule amère, difficile à digérer pour les syndicalistes de la santé qui dénoncent ces mesures de baisse de salaire prises par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Réunis autour de And Gueusseum, Mballo Dia Thiam et ses camarades accusent les services du ministre Ibrahima Sy de violer de façon flagrante le Code du travail et de la sécurité sociale. Les syndicalistes de la santé, à travers leur communiqué, s'opposent à une baisse unilatérale des salaires des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale à l'insu des agents concernés. Mballo Dia Thiam et compagnie soupçonnent une compression déguisée du personnel contractuel du ministère de la Santé, alors que le gap en ressources humaines reste très important. Comme pour dire qu'ils vont se battre contre cette mesure, l'Alliance des syndicats de la santé And Gueusseum rend responsable le ministère de la Santé et de l'Action sociale de toutes les conséquences pouvant découler d'un quelconque retard ou diminution de salaire des contractuels, ainsi que de toute forme de compression déguisée. Éducation, les chargés de cours maintiennent la pression. Lors d'un point de presse, ils ont rappelé au ministre de l'Éducation nationale ses engagements en faveur de leur recrutement dans la fonction publique. Selon Ndiogu Diène, coordonnateur du collectif, ils n'hésiteront pas à boycotter la correction du BFM et du baccalauréat si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Aujourd'hui, nous sommes ici à la FASTEF pour rappeler le ministre de l'Éducation nationale sa parole. Lui, qui lors des grandes vacances avait dit devant tous les Sénégalais que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février 2025. Tel n'est pas le cas. Nous voulons le démarrage de la formation de tous les chargés de cours. Parce que le ministre de l'Éducation nationale avait promis aux différents acteurs de l'éducation nationale que la formation des chargés de cours allait commencer au mois d'octobre. Si rien n'est fait, cette fois-ci, nous n'allons pas, en ce qui concerne le deuxième semestre, nous allons faire ce qu'on appelle rétention de notes. Non seulement nous allons faire rétention de notes, mais nous n'allons pas participer à l'organisation des différents examens, à savoir le BFM et le baccalauréat. Les professionnels du jardinage, eux, se sentent marginalisés. Réunis en conférence de presse, ils interpellent l'État sur leur exclusion des projets d'aménagement et d'entretien des espaces verts de Dakar. Ils demandent une prise en compte effective de leur expertise dans les marchés publics dédiés aux infrastructures urbaines. Nous invitons l'État à interdire l'importation des plantes ornementales et de privilégier les faits faits. Les packs, c'est tout. Nous dénonçons le marché de 18 milliards que l'État a octroyé à des Marocains pour aménager la corniche ouest et que ces derniers refusent de travailler avec les professionnels des métiers de jardinage qui sont les floriculteurs du Sénégal. Nous demandons au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, à nous aider à créer un village des arbres de plus de 5 millions d'arbres par année pour pouvoir ravitailler non seulement le Sénégal en arbres ornementaux, mais la sous-région, l'Afrique, et de pouvoir concurrencer dans le marché international. Ce village des arbres sera
unique dans son genre en Afrique et dans la sous-région. Direction Kédougou, où le projet de formation pour l'auto-emploi des jeunes et des femmes monte en puissance. L'initiative vise à promouvoir des secteurs porteurs comme le maraîchage, l'aviculture et la transformation agroalimentaire. Ce programme bénéficie d'un accompagnement de la coopération allemande de GIZ. À ce propos, l'un des formateurs agricoles au micro de Mamadou Cissé. Et le GIE Serre Agro accompagne ces PME dans la formation, dans l'encadrement, pour les permettre vraiment d'être autonomes, mais de pouvoir ce qu'on appelle l'auto-emploi, parce que ces 30 personnes seront dans les PME et ils vont travailler dans ces PME-là. Donc la production maraîchère qu'ils vont faire, donc cela va leur permettre davantage d'avoir des revenus qui vont leur permettre vraiment d'être autonomes, mais qui va leur permettre aussi d'enclencher d'autres activités connexes au niveau du périmètre. C'est officiel, les 162 employés des éléments français au Sénégal EFS seront licenciés en juin, en même temps que le retrait des troupes françaises. Le général Onis a annoncé que ces travailleurs percevront 1,5 million d'euros d'indemnité, soit environ 983 millions de francs CFA avec des compensations supplémentaires individuelles. La crise humanitaire en RDC s'aggrave. OCHA estime à 700 000 le nombre de déplacés depuis 2023. L'offensive du M23 soutenue par l'armée rwandaise a gagné du terrain, atteignant Goma et Bukavu. Voilà, face à cette situation critique, des voix s'élèvent pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Excellente suite des programmes sur la 7 TV. Au revoir.